jamais jusqu'où il est prêt à aller et dans combien de domaines. Le mensonge dévastateur étant celui sur l'histoire. Il n'est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Une phrase de l'écrivain essayiste Mark Twain qui résume exactement le combat du professeur Abdelrahman Khalifa pour défendre notre histoire vieille de 2 millions d'années qu'on essaie de falsifier avec des mensonges qui sont devenus, j'allais dire, universels. Brouillons notre jugement et notre identité. La question qu'on doit se poser, c'est comment sommes-nous arrivés à croire tous ces mensonges? C'est Goebbels, un dirigeant nazi, qui disait « Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. » On se chamaille dans ce 21e siècle sur la forme de la Terre. Ronde, nous diront les scientifiques, plate, nous diront les conspirationnistes. Mais avouons que triangulaire ou creuse, cela ne fera pas disparaître les mensonges liés à notre identité. Je ne parlerai pas d'autres mensonges plus flagrants tels le mensonge pharmaceutique ou politique où tout le monde a accepté il y a bien longtemps que ces deux domaines rimaient avec mensonge. Et là, nous avons dans les années 60 ce qui était honnête. Alors j'avais obtenu à l'époque le départ des habitants de René pour qu'ils aillent sur la colline, sur les montagnes, de l'autre côté. Tous les habitants de René ont souscrit. On a commencé donc à leur construire de l'autre côté du rempart. Malheureusement, par la suite, il y a eu triche. C'est-à-dire que ceux qui ont été logés de l'autre côté, ils ont dit, on a nos enfants qui sont mariés, etc., il faut leur donner, etc. Donc c'était un peu le même processus que la Casbah d'Alger. Vous voyez là le rempart, comment les maisons ont été construites, et maintenant c'est encore ça, ce sont des images des années 80, 90. Maintenant n'existe plus. Ça c'est la porte nord. Bon, heureusement qu'elle a été consolidée, mais elle ne donne pas, si vous voulez, la dimension de la ville médiévale. Et je regrette que le directeur ou le chargé de la circonscription archéologique de Tlemcen ne soit pas là, parce que, vous savez, quand on va maintenant dans les musées, ou quand on va dans les sites historiques, on nous dit qu'il ne faut pas photographier. Ça, c'est la règle. Il ne faut pas photographier. Pourquoi? Parce qu'on a décidé. Quand on leur dit, on dit, mais pourquoi on ne peut pas dire? Tout le monde connaît ça, on peut voir sur Google. Et donc, l'interdit administratif existe. Mais l'interdit à quelqu'un de construire, ça n'existe pas. Et ça, la presse qui nous tarabustait à l'époque, et il y a un de ces rejetons ici qui est des années 70, quand on allait, il venait nous suivre, il nous disait pourquoi, et ceci, cela. Plus maintenant. Vous pouvez aller à Mansoura faire ce que vous voulez. Vous pouvez démolir ce que vous voulez. Personne ne dit rien. Silence. On détruit. Et donc, voilà où je veux en venir. On a donc cette représentation qu'a faite Marcel du site de René. Donc avec la Casbah, je ne sais pas, il n'y a pas un pointeur, non.
Donc il y a la Kasbah, la première forteresse, puis il y a ici le rempart dont je vous ai parlé, le rempart almoravide, puis ici le rempart de l'époque almohade et zayanite, puis ici la Kasbah de l'époque espagnole, puisque les Espagnols ont occupé la ville vers 1531, puis ils l'ont quitté donc en 1535, en cassant les murs. Puis ici le port, et là, donc, le chenal qui menait les bateaux vers le port. Parce que Léon l'Africain nous dit que le port était fermé. Il y avait une porte, celle que je vous ai montrée tout à l'heure et qui a disparu, et il y avait ici une chaîne. Il y avait ici une chaîne, parce qu'il disait le port était fermé par une chaîne. Et il cite les trois ports qui, comme Hunayn, avaient cette disposition. Le port de Salé, le port de Hunayn, le port de Béjaïa et le port de Nadir. Donc, j'avais essayé avec des amis, j'avais fait connaissance avec les gens de la protection civile, parce que quand vous êtes là, tous les gens viennent vous voir, etc., et vous demandent ce que vous faites et tout. Et donc, j'avais dit, est-ce que vous pouvez plonger dans la mer et me dire si les traces d'un chenal existent? Et bon, on n'a pas trouvé, ces traces archéologiques. Ce que nous savons, c'est que la ville de Hunayn avait plusieurs mosquées. Celle qui est actuellement à l'intérieur de la ville, elle a servi évidemment de mosquée cathédrale. Il y avait une population juive, puisqu'on a trouvé des inscriptions hébraïques, sur l'ouest de Rebou. Et c'était comme c'était un port, il était visité par toutes les nations de la Méditerranée. Et on a un texte de Léon l'Africain qui dit: je me trouvais à Hunayn quand des bateaux vénitiens sont arrivés et génois sont arrivés. Ils ont payé comme droit de douane plus de 15 000 ducats d'or. 15 000 ducats d'or. Ça veut dire que c'était le port officiel du royaume de Tlemcen. Et on sait aussi qu'il y avait un certain Antonio Malfante, donc un Génois, qui est arrivé à Hunayn, qui s'est déguisé en musulman, il a mis une sharia, et il a pris la caravane qui, de Tlemcen, partait sur la route de l'or, en passant par l'Ersour, du Touat et du Gourara, pour aller jusqu'à Gao. Et dans les fouilles, justement, j'ai trouvé des coris, c'est-à-dire cette monnaie qu'on employait à l'époque comme monnaie d'échange, puisqu'on sait aussi que c'était un grand port de voyageurs. On sait que Hillel catalan a pris le chambellan des rois de Tlemcen. Hillel le catalan a pris le bateau ici pour aller à la Mecque. On sait que Ibn Khaldoun est passé par 2 fois ici à Hunayn et qu'il a été attrapé par la deuxième fois, il a été attrapé par les Mérénides qui l'ont
parce que la personnalité d'Ibn Khaldoun est un peu assez controversée, parce que c'était quelqu'un qui était très opportuniste. Ici, ce rempart, il est tombé en 73. En 1973, il s'est écroulé, vous le voyez, et c'est un pan de notre histoire qui est parti. Je dis que chaque fois qu'un bout de mur tombe, c'est un peu de mon identité qui s'en va. Et bientôt, nous ne pourrons plus dire à nos enfants, nous étions ceci. Je vous assure que si cet endroit avait été marocain, il aurait une autre allure. On peut être pour ou contre les Marocains, mais du point de vue des monuments historiques, il n'y a pas photo. Ici, c'est le rempart nord, donc qui est sur l'oued Grenelle. Et donc, vous voyez là-haut, il y avait une tour de guet. Et cette tour de guet, malheureusement, elle a été bien sûr démolie. Elle a été démolie. Et voilà ce qu'il en reste. Et quand le laboratoire des travaux maritimes est venu faire le port de Grenelle, ils ont commencé à dynamiter le rocher. Et il a fallu que je vienne en catastrophe. On a fait des fouilles et on a fait le relevé du bastion qui était là. Et il ne reste plus que les papiers, que des croquis et des relevés. Ce n'est pas normal. Donc la tour était ici. Il y a une autre tour en haut, ici, à Sidi Ibrahim, qu'on va voir. Et ici, c'est le Khassaba. Donc vous voyez que le port était très bien protégé. Ici, donc, on a la Casbah de Grenelle, avec ici en contrebas le port, et vous voyez la ferraille qui monte ici, qui fait que bientôt cela va disparaître. Voilà la Casbah qui est dans un piteux état, c'est-à-dire que ces remparts risquent à tout moment de tomber. Et nous avons ici en contrebas de cette Casbah, il y avait donc le bassin qui accueillait les bateaux. C'est la porte de la Casbah qui a été restaurée d'une façon assez particulière. Et bon, ici c'est la grande mosquée de Tlemcen qui montre que Tlemcen a été construite avec l'argent qui venait de ces ports. Voilà donc la nouvelle configuration du port. Et on voit que le paysage change. Et là aussi, on a un texte d'Ibn Khaldoun qui dit on a été cambriolé sur la route parce que donc il y a des tribus italiennes qui ont occupé cette zone. Donc vous voyez, ils sont montés des hauts plateaux du Sahara jusqu'au littoral. Et là, parce qu'on a les Bniagir que vous devez connaître, les Douy Abdallah, les Khiraj, etc. Donc, le paysage zénète, berbère zénète, a changé avec la venue des Banu Hillel. Ici, Banu Hillel, bien sûr, ils ont pris le pas sur le pouvoir, les pouvoirs centraux, sur les Ayyadides, parce que ils étaient donc des régulateurs dans le commerce de l'or. C'est-à-dire que il ne pouvait pas y avoir de commerce de l'or sans les Banu Hillel. Pourquoi? Parce que les Banu Hillel étaient des bandits, étaient des tribus qui attaquaient les caravanes. Donc il fallait payer ces tribus pour que le commerce de l'or puisse
avoir lieu. Et évidemment, cela se faisait au détriment des rois zayénides. Toujours les remparts. L'Oued Ronen, dont on dit que quand il y a eu la venue des Andalous, il y avait dans cette oued un certain nombre de norias qui alimentaient les jardins. Et voilà donc les tours de guet dont je vous parlais tout à l'heure, la tour de Sidi Ibrahim. Là aussi, l'État algérien a fait quelque chose, donc les pouvoirs publics ont instauré sur, donc ici à côté, ils ont mis une antenne de télévision et de radio, qui fait que cela dénature, vous voyez, cela dénature le site. Il y a à côté de cette tour de guet de Sidi Ibrahim, il y a le mausolée de Sidi Ibrahim qui est encore en place, et je ne sais pas s'il va résister. Voilà. Ça aussi, c'est d'un point de vue sociologique, c'est extraordinaire parce que toute cette zone-là est remplie de saints, et depuis Sidi Bouchard, dont on sait qu'à l'époque coloniale, les musulmans le prêtaient aux juifs pendant 3 jours. 3 jours dans l'année, les juifs pouvaient utiliser le site de Sidi Bouchard, qui est Josué, donc qui est un personnage biblique. On dit d'ailleurs que dans la région, il y avait beaucoup de tribus judaïsées, comme les Bni Haroun, etc. Donc, comme dans la région de Setou, etc. Il faut pas s'étonner, nous avons été tous là à la fois. Vous voyez, donc c'est une richesse, et les Juifs ont été des. Alors ça c'est la tour de guet de Boj Ouled Ahmad, que nous visiterons demain avec mes collègues là. Je vais les emmener. Et je vous disais donc que sur toute la côte, il y a ce type de monuments qui sont en train de disparaître parce que on ne s'en occupe pas, et qui à terme vont disparaître. Et c'est dommage parce que ce sont des pages de notre histoire. Vous voyez entre cette photo-là, qui est donc sous un autre angle de celle de tout à l'heure, et celle-là, on ne reconnaît plus, à peine si on voit les remparts, hein, on peut les reconnaître. Alors, en 79-80, j'ai commencé les fouilles ici. Et j'ai commencé des fouilles dans la partie nord-ouest de la ville, qui n'était pas habitée. Et heureusement que personne ne m'a demandé si j'avais un titre de propriété. On a fouillé en face de la mairie, et c'est vrai que la mairie nous donnait, pour l'équipe d'archéologues et d'architectes qui venaient avec moi, ils nous ont donné donc chaque fois l'école où on allait, on dormait, disons avec nos sacs de couchage, etc. On faisait notre cocotte nous-mêmes, et on a fouillé. Et quand on a fouillé, donc on a trouvé un certain nombre de maisons. Et ces maisons-là, elles étaient décrites comme l'avait fait Léon l'Africain, qui disait qu'il y avait des cours avec des treilles, avec des salons, avec des stucs, avec de la céramique. Donc c'était la preuve que Ronen était une ville florissante, et qu'elle était. On a trouvé tout à l'égout, donc on a trouvé des ruelles, tout à l'égout. Et pour l'anecdote, cette ville de Ronen, elle est, on va dire, entre guillemets, jumelée avec la région de Lyon.
tous les gens de Rhône, ils vont à Lille. Donc, en été, il y avait de jeunes beurs lyonnais qui venaient, qui ne connaissaient rien de leur histoire. Et donc, moi, je faisais un peu le guide, je leur montrais, voilà, il y a le tout à l'égout, il y a les puits, chaque maison avait son puits, etc., de différentes formes, etc. Et il me disait, il y avait le tout à l'égout au XIVe siècle, 13e, 14e siècle. Je dis, oui, il y avait le tout à l'égout. Il dit, mais pourquoi maintenant ils jettent les ordures comme ça partout et il y a des fosses, etc., il n'y a pas de... Je leur ai dit, vous voyez, la régression, en fait, de compte, l'évolution n'est pas simplement vers un futur, elle peut être vers un passé. Et ils étaient étonnés de voir que leurs ancêtres connaissaient cela. Leurs ancêtres savaient bâtir. Leurs ancêtres faisaient des plats vernissés, métallisés, etc. Et ça les étonnait. Et ils en étaient fiers. Ils repartaient en disant, on va dire ça, nous les Arabes, on n'est pas, disons, la dernière roue de la charrette, parce que sûrement on leur disait à Lyon cela. Et donc, voilà les hypothèses de l'évolution de cette ville de Rhône. Parce que on a là la première hypothèse, qui est celle de la Casbah, celle-là. Puis, il y a eu une deuxième hypothèse qui a été celle-là. Puis, la dernière hypothèse, donc qui a été celle de la grande extension de la ville, et qui a fait que Rhône était un port de la Méditerranée. Il était connu. Parce qu'on a même une lettre de Napoléon III qui réprimande les Espagnols en leur disant « Pourquoi vous avez brûlé un joyau de ce type ?» Et voilà la fouille. Donc chaque maison a été relevée dans les détails, dessinée à la brique près, etc. Et cela montrait une certaine façon de voir la ville. Je peux dire que c'est l'une des rares villes qui a été fouillée autant, parce que j'ai eu quelques milliers de mètres carrés qui m'ont permis de montrer à peu près 8 à 10 maisons entières avec leur patio, leur chambre, etc. Et même de voir à partir de la fouille, vous voyez comme c'est important, ici, cette maison qui est près du rempart, il y a là un partage, il y a un mur qui partage cette maison. Ce mur-là, pardon, ce mur-là, c'est donc c'est pas possible. Ce mur-là, il nous montre une même maison qui est partagée en deux. Donc le patio a été partagé et seul le puits est commun. Donc c'est deux frères qui ont dû se disputer et chacun a pris, ils ont fait un mur et seul le puits permettait donc de faire la liaison. C'est important parce que on se rend compte par l'archéologie ce que ne nous disent pas les textes. Par l'archéologie, on se rend compte que des maisons ont été bloquées, c'est-à-dire des ruelles ont été bloquées. C'était l'époque où les Espagnols avaient occupé la ville et donc
la population allait émigrer vers les agglomérations avoisinantes. Voilà donc un type de maison avec j'ai pu déterminer une douzaine de formes de puits, donc avec des briques, avec donc un pavage en briques, avec des maisons ouvertes, salons ouverts vers l'est, avec la porte ouverte vers l'est, des cuisines et même un étage. Donc voilà une vue de la fouille. Voilà, on le voit ici, cette maison avec son puits. Et évidemment, on trouve de la vaisselle, on trouve des stucs, on trouve un certain nombre d'objets qui nous servent à dater les maisons, qui nous servent à déterminer les dates, les formes de chaque. Ce type de taïfour, on le trouve de l'autre côté, vers Saad Kabir, près de Tétouan. La céramique vernissée, vous voyez. Et là, vous voyez sur le rempart le parpaing qui s'élève joyeusement, sans aucune. Et évidemment, pour ceux qui connaissent la région, le site de Barbajani qui est donc d'une beauté exceptionnelle. Je crois que je vais arrêter, parce que j'en suis à 1 heure, je ne veux pas aller au-delà. Je crois que je pourrais parler pendant des heures. Il y a des épisodes que je n'ai pas voulu, raconter, qui pourraient m'amener très loin dans mon discours. Je suis à votre disposition au cas où il y a une. Merci, M. Chouchan. Juste avant de passer la parole à Nadia Marouf, moi j'aimerais réévoquer avec vous, vous avez parlé d'Antonio Malfante, ce voyageur génois du XVe siècle. Parler du XVe siècle, de ce siècle obscur du Maghreb, et je suis un petit peu fasciné par les siècles obscurs. Et Hunayn, c'est le clair obscur, parce qu'il y a eu cette période d'apogée extraordinaire, et puis il y a eu cette période de défacement total. Notamment donc après 1534, quand les Espagnols détruisent complètement la ville, et c'est une ville qui disparaît de notre champ de vision pendant des siècles. Et ce qui m'interroge, moi, c'est est-ce qu'on peut restituer une histoire, est-ce qu'on peut faire éloigner l'obscurité de ces fameux siècles 16e, 17e, 18e jusqu'au 19e siècle, et comment? Est-ce qu'il y a eu des travaux pour essayer de montrer ce qu'a été Hunayn pendant cette période finalement de déclin total, profond? Alors vous savez, une ville est comme un être humain. Elle peut donc naître, grandir, se développer et mourir. C'est le cas de Timgad, c'est le cas de Jmila, c'est le cas de Ersour du toit de Bourara. Pourquoi ces Ersour étaient fabuleux, pleins de vie au Moyen-Âge, et pourquoi maintenant ils sont délaissés. Donc ça, c'est le propre de toute vie. Tlemcen a eu la chance de connaître cette continuité, encore que il ne faut pas donc prévoir, parce que il peut y avoir un séisme, il peut y avoir un cataclysme, il peut y avoir qui fait que la ville. Alors, le port de Hunayn
Pourquoi il meurt? Il meurt pour plusieurs raisons. Il meurt du fait de la Reconquista, alors que d'autres villes profitent de la Reconquista. Alger a été capitale grâce à la Reconquista. S'il n'y avait pas le pavillon d'Alger, jamais Alger n'aurait été capitale. C'est Tlemcen qui était la capitale. Et c'est Arrouch qui a détruit Tlemcen et qui a transposé la capitale de Tlemcen à... donc, les destins des villes sont différents. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais de ces déplacements dans le territoire qui font que Alger n'était rien. Alger n'était rien. La ville-mère, c'était Achir. Donc, et quand Bologhine, on nous dit que Bologhine fonde la ville de Médéa, Miliana et Alger, il ne pensait pas que Alger allait être. Alger, dans le royaume de Tlemcen, était une petite bourgade. De rien du tout. Même les rois zéyanides n'envoyaient pas leurs enfants. Leurs enfants, ils les mettaient à Oran, ils les mettaient à Ténès, mais ils les mettaient à Mazoula, ils ne les mettaient pas à Alger, c'était trop loin. Donc, il y a, alors pour le 15e, 16e siècle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un déclin du point de vue de la civilisation, même si un Yahya ibn Khaldoun et un Abdurrahman ibn Khaldoun ont été des éclairs dans cette obscurité. Je parlais tout à l'heure à mes amis quand on était dans le mouchoir, je parlais de ces nobles du Nabawi que les rois zéyanides faisaient en présentant devant un parterre de notables et de ulama, il présentait un automate fait par un certain une magana. C'était donc présentait donc cet automate avec des oiseaux qui sortaient et des serpents qui étaient en train de vouloir les manger, etc. Donc les rois zéyanides ont été des rois avec le faste, avec un marzen, puisqu'il y avait des Andalous ici, etc. Maintenant, pourquoi il y a eu donc ce déclin? Est-ce à cause des Banu Hillel, qui étaient des éleveurs, qui étaient des pasteurs-éleveurs, qui n'étaient pas des agriculteurs? Parce que la plaine de Zidour, quand on lit El Bekri, la plaine de Zidour, elle a donc Ashgour avait donc Sida avait une prospérité, des bains, il y avait même un moud, c'est-à-dire des instruments de mesure du blé ou de l'huile ou autre qui étaient particuliers à Ashgour. Pourquoi il y a eu ce déclin? Pourquoi? Alors, dans ce déclin, il y a aussi la navigation. Parce que les montagnes des Trara, comme les montagnes de Béjaïa, de Kabylie, étaient pleines de bois. Et on voit qu'à partir du XIIIe, XIVe siècle, les Tlemcéniens louent des bateaux chrétiens pour aller à la Mecque. Donc, déjà, il y a une sorte de hiatus dans le progrès. Et ce hiatus, vous savez, l'histoire, on n'apprend pas l'histoire pour l'histoire. Parce que quand vous prenez, par exemple, disons l'histoire de Bougie, vous voyez, les gens se posent comme question, هل حلال أو حرام السفر مع المسيح. Mais mon vieux, tu ne peux pas. باش ما يكونش حرام, fais ton bateau. Donc, vous comprenez. Et pire, est-ce que vous connaissez des Tlemcéniens qui ont écrit à partir de Gênes, à partir de Pise, à partir de Livourne? Nous savons que la Fessaria
il y avait des Génois, il y avait des Pisans, il y avait des Mallorquins, il y avait des Catalans. Mais nous ne savons pas qu'à Barcelone, il y avait des... eh bien, c'est la même chose à Béjaïa. À Béjaïa, on a des textes qui déterminent avec exactitude les fondos génois, etc. Vous savez que Leonardo Fibonacci, son père était directeur de la douane de Bougie. Alors, on a des textes qui nous disent que dans le Fondour, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure le Fondour de Clemenceau, je ne vous ai pas montré le Fondour de Khlil, et là, je vous demande à vous, Tlemcenien, d'intervenir, parce que ce Fondour de Khlil, il est maintenant partagé par un mur en parterre. Mon Dieu, il reste que ce Fondour. Où va être le Tlemcen qui a drainé les commerçants du monde entier? Où va être ce Tlemcen-là? Donc vous comprenez que c'est peut-être à partir de là qu'il y a cette décadence. Parce que naissent à partir du 14e, 15e siècle les premières usines, les premières factories. Et après, on voit dans les rapports que Béjaïa ou Tlemcen exporte des peaux, des laines, etc. Mais qu'ils reçoivent en retour des draps de Flandre, qu'ils reçoivent en retour des cuirs européens. Ça veut dire, en le disant, on leur donne la matière première et nous donne des produits finis. Et à ce propos, il y a eu un monsieur qui est extraordinaire, qui est Abou Hammoum Moussa Thani. Abou Hammoum Moussa Thani, il dit, c'est donc écrit dans les... n'avait pas permis que le commerce soit licite, j'aurais interdit le commerce de l'or, parce que nous leur donnons de l'or et ils nous donnent de la pacotille. Ça vous rappelle rien, ça? L'histoire bégaye. Vous prenez, vous achetez du kiwi et vous vendez votre or noir. Cela veut dire que c'est de la pacotille. Donc voilà les déclins. Et il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur les déclins à partir donc du 14e, 15e siècle. Il faut s'interroger sur ces déclins qui ont fait que les peuples musulmans, que les royaumes musulmans ne se sont plus relevés. Ils ont été par la suite à la traîne jusqu'à être donc de simples consommateurs. Et quand vous n'avez, ça ne leur a pas suffi que vous soyez de simples consommateurs, ils sont venus prendre vos richesses par la force. Donc cette idée de décadence que nous avons, il faut se poser la question, même dans les esprits. Si moi maintenant je fais référence à un penseur du XIIIe siècle pour justifier une action, ça veut dire que je n'ai pas pensé. Il faut que je fasse appel à Ibn Taymiyyah pour justifier une action de même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que j'ai du savon mou dans ma tête. Personne d'entre nous ne se pose la question, pourquoi? Pourquoi nous sommes en retard? Pourquoi nous ne traduisons pas? Alors que Al-Ma'moun, il vous donnait votre pesant d'or quand vous traduisiez un texte en sanskrit, en grec ou en latin. Le Dar al-Hikmah était une maison ouverte pour toutes les religions, et toutes les religions s'interrogeaient. Ne pouvons-nous pas nous faire de l'ijtihad? Ceci induit cela. Vous savez, l'histoire, comme je vous le disais tout à l'heure,
On ne fait pas de l'histoire pour l'histoire. Moi, j'en suis malade parce que je vois un État et je revois un autre État à quelques siècles de différence et je dis, mais pourquoi? Pourquoi je ne suis pas capable d'eux? Vous comprenez? Et c'est ça, à mon avis, qui guette les pays de l'Afrique du Nord et l'ensemble du monde arabe, ou du monde musulman. Et posez-vous la question, où est-ce que nous en sommes dans les traductions? On veut de l'arabe, ça, mais est-ce que vous avez traduit Berck? Est-ce que vous avez traduit les physiciens? Est-ce que vous avez traduit? Est-ce qu'on a des bibliothèques de partout, etc. Donc, parce que la véritable arme, c'est le livre. Quand les musulmans faisaient de la trigonométrie, trigonométrie, ou de l'algorithme, al-Khawarizmi, algorithme, c'est al-Khawarizmi, quand on faisait de l'algèbre, quand on visitait les étoiles et qu'on leur donnait des noms, puis-je vous dire que dans notre pays, vos petits-enfants, parce que je vois que vous êtes d'un certain âge, comme les miens, je ne peux pas acheter à mes petits-enfants un télescope. Pourquoi? Pourquoi mon petit-fils serait privé de la connaissance des étoiles? De quel droit? Il a le droit. Eh bien, vous verrez, essayez d'acheter un télescope. On vous dira, non. Ah, si vous êtes une association, et encore, il faut vous inscrire. Ça, c'est... Et de la même façon, nous sommes réfractaires à la connaissance. À une éclipse, il faut se cacher. Partout dans le monde, on regarde l'éclipse. Et chez nous, on se cache. C'est pas étonnant qu'on soit décadent. Et c'est pas étonnant que l'on soit au 15e siècle, 16e siècle. On est des peuples de l'obscurité. Est-ce qu'on ne peut pas aussi questionner cette notion de déclin quand on se penche sur la région des Telala après, on va dire la destruction de Hunayn? Il se passe un phénomène intéressant, c'est que cette région-là, composée de plusieurs dizaines de villages, va retrouver une indépendance. Alors qu'en fait, avant, elle était étroitement liée à Tlemcen. Et quand Hunayn va perdre de son intérêt pour les derniers Zianides, puis pour les Ottomans parce que c'est trop loin, qu'il faut passer par les Espagnols qui sont à Oran, qui sont en Assemblée, eh bien cette zone va connaître une véritable indépendance, on va dire, de ces pouvoirs, qu'ils soient ottomans ou sultaniens marocains, etc. Est-ce que c'est pas aussi intéressant d'étudier ça d'un peu plus près, de voir comment Hunayn, par exemple, devient un intense port de contrebande, par exemple. Oui, mais... qui échappe à l'économie étatique, soit ottomane ou... mais vous voyez, de la même façon, du point de vue des idées, il y a eu, près de Marnia, il y a eu une réunion des tribus de la région, réunies par Sidi Abdelrahman el-Yaqoubi, et il avait comme secrétaire de cette séance un certain Rabbani. Ils s'étaient liés pour chasser les Espagnols. C'est-à-dire que là, il y avait un renouveau. Mais, disons, à partir de 1492, il n'y avait plus le Dar al-Islam, ou d'Almeria, on pouvait venir sur Hunayn, etc. Et donc, c'était les pays c'était les pays chrétiens, donc c'était le pays ennemi. Donc, il ne pouvait y avoir de relation qu'entre Nord-Africains. Et bien sûr, cela s'en ressent parce qu'il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange, et évidemment, et il y a eu aussi un phénomène que décrit
que décrit Léon l'Africain, qui dit que tous les villages de la côte sont attaqués de nuit par des pirates qui donc viennent enlever des populations, et évidemment ces populations qui ne sont pas sécurisées se replient vers l'intérieur. Donc il se trouve qu'il y a par la suite un courant devient pratiquement espagnol. Donc il n'y a plus. Donc c'est un point qui est ici en Afrique, et les Espagnols arrivent à avoir les biens de leur côté, etc., qui les fournissent en victuailles, etc. Vous voyez. Donc c'est difficile. Il faudrait peut-être faire une autre thèse sur le XVIe siècle pour montrer un peu est-ce que Arrouche, quand il est parti d'ici, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a une version qui dit qu'il est passé, qu'il est mort à Rio Salado, il y a une version qui dit qu'il est parti vers El Razawet. Et certains disent, comme Rim, ils disent, oui, il serait peut-être parti vers El Razawet parce que là, il s'est éloigné des Espagnols. Vous voyez. Mais là aussi, il faudrait interroger et l'archéologie, pour le moment, est l'un des rares moyens de suppléer au manque de manuscrits. On n'a pas suffisamment de manuscrits, en tout cas tous les manuscrits relatifs à l'histoire du Maghreb ont été plus ou moins découverts, en attendant peut-être d'autres. Alors il y a la numismatique qui vous apporte des choses, il y a l'archéologie, et là il faudrait encore creuser pour que on ait cette connaissance de. Et je suppose que ici vous avez Siga, vous avez Agadir n'a pas donné tout ce qu'elle devait donner, vous avez Mansoura n'a pas donné tout ce que devait donner Mansoura, et tout ça il faut peut-être d'abord Nazim Marlouf. Merci, Abdelrahman. Bon, comme monsieur le président de séance a pris un temps relativement... Il a profité de sa primogéniture présidentielle pour poser des questions, je vais essayer de raccourcir, parce qu'il y a quand même des questions qui vont te poser. Je tenais tout simplement à faire, à titre d'évocation, Abdelrahman, te remercier. Je te remercie non pas pour le contenu de ta conférence, mais pour avoir été parmi tous les gens de notre génération, parce qu'on fait partie de la même génération, je crois, a été le plus persévérant et ne pas s'être dispersé dans les arcanes des disciplines différentes. Tu restais archéologue jusqu'au bout des ongles, ce qui n'a pas été notre cas, ce qui n'a pas été le cas de tous les sociologues, les anthropologues, etc. On a été obligés de travailler sur des sujets différents, sur des problématiques différentes. Donc cette pérennité qui te caractérise, je t'en sais gré, et il n'y en a pas beaucoup dans ce cas. Deuxième remarque, c'est quand j'ai vu l'affiche, quand j'ai été informé par M. Toiti de cette conférence, ça m'a remis à 50 ans en arrière, hein, j'avais dit tout à l'heure avant la conférence, ça m'a remis à 68, l'année où j'ai commencé ma carrière d'enseignant-chercheur à l'Université d'Oran, et c'est incroyable. J'avais des étudiants en propédeutique avec lesquels je me permettais, avec François Decré, je ne sais pas si tu te souviens de François Decré, qui était professeur d'histoire, on se permettait avec des tout genoux à faire des excursions à Sigam et à Honein. C'était avant 70, c'était en 70 ou 71, je me souviens très bien. Tant et si bien qu'ils ont fait des rapports que nous avons publiés à l'époque au journal de la République. Avant le quotidien d'Orient, il y avait un journal qui s'appelle La République. On a publié, c'était des rapports des étudiants qui étaient en tout début de scolarité. C'est extraordinaire, cet engouement pour la connaissance du terrain, pour des gens qui étaient en début de carrière universitaire en quelque sorte. Ça me ramène à un troisième point, et là c'est quid de notre culture archéologique, de notre propension à respecter le passé qui se lit dans les pierres,
dans les iconographies, dans les épigraphies, etc., etc. Ça, c'est un gros sujet. Un gros sujet, tu l'as évoqué bien sûr, et moi je crois qu'il y a là toute une... Quand on pense par exemple qu'il y a eu des édifices qui ont été édifiés par les civilisations musulmanes antiques, qui ont été respectés pour ce qui est des civilisations antérieures à l'islam, et quand on voit que depuis ces quelques dernières années, on a démoli de manière sans compter Nomrod, les sites enfin, la ville syrienne, j'ai oublié, Palmyre, etc., alors que ceux qui nous ont fait musulmans avaient un certain respect pour ces sites archéologiques. Comment se fait-il que depuis les 20 ou 30 dernières années, cette espèce de radicalisme vis-à-vis de tout ce qui exprime l'histoire ancienne, fut-elle l'histoire pré-islamique, nous avons effectivement fait un tournant dans le rapport à la culture, le rapport à l'histoire, voire à la préhistoire. Et dernier point, tu avais évoqué rapidement l'existence de populations juives dans la région. Bon, je dirais population judaïsée. Tu le sais bien que ce sont très souvent des berbères qui ont été judaïsés par toutes les missions rabbiniques qui ont eu lieu à partir du IIIe siècle, pratiquement avant le christianisme. Et les populations de Sidi Bouchard, dont tu as parlé tout à l'heure, mais aussi de Razawetz, peut-être aussi des régions de Judjen. Ce sont des punico-cananéens qui se sont installés, si l'on en croit les historiens que tu connais, hein, comme, entre autres Marcel Simon, Martin Notte et d'autres, qui ont fui devant évidemment la création de l'État hébreu par Yusha, lequel Yusha, d'ennemi qu'il était, va devenir le sultan préféré des gens de Sidoucha. Tu connais le témoignage de Procope, un historien romain du 5e siècle, qui découvre une stèle à l'est, à Thérésis. Thérésis, ça doit correspondre à un village dans la région d'Al-Naba, où il était inscrit, c'est nous qui avons fui devant ce brigand Josué. Bon, bref, nous avons affaire là aussi à reconstituer une mémoire, fut-elle un petit peu, comment dirais-je, un petit peu problématique par rapport à nos systèmes de croyance. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ta conférence. On va te mettre ça, oui. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Je me présente Maïm Mrazi. Je suis venu aujourd'hui à Tlemcen dans le cadre d'une excursion justement pour visiter les sites, tout ça, que donc vous avez évoqué. Je veux parler d'une pensée que vous avez soulevée tout à l'heure, mais vous l'avez terminée par une question. Si vous permettez, je vais répondre à cette question. Vous avez parlé il y a quelques siècles de la situation de l'État qui troquait l'or contre la pacotille, oui, et ça continue encore aujourd'hui. Je ne veux pas parler des pays musulmans, encore moins des pays qui parlent la langue arabe. Mais si vous permettez, je vais parler du cas de l'Algérie, par exemple. Vous avez dit qu'il n'y a pas de livre archéologique, tout ça, sur l'histoire. Je vais raconter une petite histoire, moi. Dès l'ouverture, le passage des frontières des années 82, je suis parti à Tunis. J'ai acheté des livres qui étaient en vente à Tunis, qui parlaient de la révolution algérienne. À la frontière à Lacal, on me les a enlevés, parce que c'était interdit, encore ici. Ça, c'est un. Je peux continuer, si vous permettez. Durant la révolution algérienne, lorsque le GPRA a été créé en 1958, ensuite, il y a eu deux autres épisodes de vouloir changer la direction du GPRA. Il y avait ce qu'on appelle le premier GPRA dirigé par Farhat Abbas, et le deuxième GPRA, on voulait enlever de nouveau Farhat Abbas. Bon, après, il y a eu des gens sages qui ont combattu, ils l'ont maintenu. Il y a eu un troisième, et pour faire plaisir à tous ceux qui magouillaient, on a enlevé Farhat Abbas et on a mis en 62, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu, tout ça, etc.,
il y a eu des gens qui ont manipulé pour organiser le congrès à Tripoli, qui devait se produire normalement ici, à Alger. Pourquoi? Parce que c'est Tchibama, de 58 à 62, qui a dirigé la révolution. C'est lui qui a négocié avec les Français et c'est lui qui a signé le cessez-le-feu. Donc, au congrès de Tripoli, il y avait trois points à débattre. Les deux premiers points, ils ont été votés à l'unanimité. Et le troisième point, c'était la désignation du bureau politique. C'est là où il y a eu le grabuge, et on est parti sans l'avoir désigné, et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Justement, Tlemcen est réputé pour ces choses-là. C'est à Tlemcen que le fameux congrès bureau politique a été désigné. Mais sans le vote, sans la majorité, etc. On a manipulé la question. Oui, j'arrive encore. Je continue à répondre. Pourquoi? Ah non, j'ai dit, je ne me posais pas de questions, j'ai dit, je répondais à une pensée qui a été clôturée par une question, et j'ai dit, si vous permettez, je vais répondre à cette question. Voilà, je suis toujours dans le cadre de la réponse. Un peu de Ah, ça c'est votre avis, mais c'est pas, je suis toujours pour, non, c'est pour répondre pourquoi aujourd'hui on vend notre or avec la pacotille. Voilà quoi. C'est pour arriver à cette explication. Écoutez, si vous croyez que je suis hors sujet, voilà, je comprends. Maintenant, si je peux continuer, je vais le faire. Posez votre question. Ah voilà, donc le bureau politique a été désigné ici à Tlemcen en 62, contre vent et marée, bien sûr, il a été désigné sur manipulation. Et regardez les propos de Mohamed Srer Ben Yahya, il a dit le bureau politique, lorsqu'il a été constitué, et ensuite l'assemblée, la première assemblée constituante, ceux qui dirigeaient pour faire ça, ils ont veillé pour illimiter le peu d'hommes capables de l'époque. Et ils sont arrangés. Voilà ce qui explique la médiocrité que nous vivons encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, quelques siècles après, nous vendons notre or en échange de pacotille. Voilà, bon, bien sûr, aujourd'hui, vous avez dit un terme, là, les fruits, je sais pas, rappelez-moi, le kiwi, voilà, la banane, la même chose, etc. Donc, voilà, et voilà pourquoi il n'y a pas de livre sur, je vous ai dit, on les a enlevés. Je revenais en bus, le gendarme, le douanier, je ne me rappelle plus, il est monté dans le bus, il a regardé, je sais pas, il s'est attardé sur moi, il a dit, voilà, celui qui a des livres prohibés, il n'a qu'à les sortir, sinon si je vais fouiller, je vais le trouver, il le payera cher. Ben, je ne vous cache pas, j'ai eu la taupe, j'ai sorti ces livres. C'était des livres qui parlaient de... moi, j'ai fait comme le français, les 4 tomes là, j'ai oublié son nom. Les 4 livres, voilà. En vitrine, Pardon? Vous pouvez les acheter en vitrine. Maintenant, mais pas en 82, 83. Oui. Pardon? Donc ça avance. Ah, si vous appelez ça progrès, ça vous regarde. Moi, pour moi, c'est dans la médiocrité, elle continue jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Le résultat du congrès de Tripoli, c'est qu'on paye la sauce encore aujourd'hui. Certainement, nos petits-enfants, comme il a dit M. Abdelrahman, continuera à payer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous avons fait du progrès encore aujourd'hui. Merci. Il y a une question au fond. Oui. Je vais revenir au problème de la conservation et de la préservation. Oui. Je vais revenir au problème de la conservation et de la préservation. Et ce n'est pas pour défendre ma corporation, mais au moment où vous avez dit que la presse ne dénonce pas et qu'elle n'interdit pas, je voudrais rendre l'axe à sa place. La presse, elle dénonce. Mais celui qui interdit et va au-delà, c'est la société civile, ce sont les associations. C'est eux qui prennent le relais, c'est eux qui prennent le témoin, et c'est eux qui font le travail pour la préservation et la conservation. Ce n'est pas un journaliste. Je prends le cas récent. Je prends le cas récent. Il y a eu 4 platanes qui ont été détruits, coupés. Les journaux en ont parlé, pas à la livre. Mais il a fallu une association de M. Moursli qui porte plainte, et maintenant le monsieur est devant la justice. Donc, le journaliste
il ne fait que dénoncer. C'est ça que je voudrais remettre. C'est là, il y a absence de l'association civile. D'accord. Je suis d'accord avec vous, sauf que je vais parler un peu de moi. Vous me forcez à parler de moi. J'ai été le premier à mettre sur place ici à Tlemcen une antenne archéologique. Et à l'époque, c'était du temps de Nabil Al-Qassem, donc j'ai fait et j'ai créé ici une antenne archéologique quand on a commencé à faire la fouille d'Agadir. Quand on a commencé à faire la fouille d'Agadir, j'avais ouvert un chantier et puis j'avais remarqué une vingtaine d'ouvriers qui étaient donc travailleurs, assidus, etc., consciencieux. Et j'ai été voir monsieur le wali de Tlemcen. J'ai dit voilà, je veux des bureaux, je veux créer ici une antenne. Et cette antenne-là m'a permis de contrôler, je dois dire, je connais un peu Tlemcen, de contrôler à partir d'Alger toutes les constructions. Et je donnais mon aval, ou je refusais l'autorisation pour... Vous alliez à Mansoura, vous ne voyez pas de gens jouer au football dans la salle de prière. Vous alliez à Sidi Boumdien, il y avait un gardien. Donc là où vous alliez, il y avait des gens qui étaient en place et qui travaillaient. Je dois dire que quand j'ai revu M. Nabil Al-Qassem, il était venu à Alger et il était venu visiter la citadelle d'Alger et c'est moi qui l'ai accueilli. On m'a demandé de l'accueillir. C'était le Premier ministre grec. Et quand il m'a vu, il a dit « Ça, c'est M. Niet. Chaque fois que je viens ici, et que je voulais faire quelque chose à Tlemcen, il me disait non. Parce que lui, il a été au Maroc, il a vu Marrakech, et il voulait daller le sol de Mansoura. Je lui dis non. Je lui dis, c'est pas la peine de daller, c'est un monument historique de valeur internationale, vous n'avez pas besoin de cela. Et un autre wali, je venais avec lui donc dans l'avion, lui aussi Rachid Merazi, il m'a dit, je je ne suis que de passage à Tlemcen. Ce n'est pas ma vie. Ma vie, c'est Bojouarij. Il m'a dit, c'est aux Tlemceniens à s'occuper de leur vie. Bon. Et donc, il m'a dit, moi, et à l'époque, il n'y avait pas la société civile. Bon, je sais le travail que fait M. Boaried, Morsli, je connais son travail et je sais comment il a souffert, etc. Il n'en a pas des professes. Que faites-vous? Qu'ont fait les bourgeois tlemceniens pour leur vie? Sans aucune polémique. C'est-à-dire que je vois, moi, comment le ministre de la Culture marocain, quand je l'avais rencontré justement à Al-Husseima, et quand j'ai été interviewé par la média, ils m'ont dit qu'est-ce que vous pensez des monuments du Maroc, etc. C'est dire qu'on a des références qui sont en train de partir, que ce soit du point de vue immatériel. Vous savez, ma femme est tlemcenienne, donc elle me disait Hana Bkri, fait le Mouled, on montait de Derm Soufa jusqu'à Sidi Boumdien, le Jalala, etc., etc. Qui le fait maintenant? Déjà, ça, ce patrimoine immatériel, parce que vous savez, l'archéologie ne tient, c'est pas simplement ce qui est matériel.